Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour tout le monde, bon retour dans Gaspard Navigue. C'est super de vous avoir à nouveau pour le dernier épisode de la saison. On reprendra dès le mois de septembre, au rythme probablement d'une semaine sur deux en termes d'épisodes, parce que ça va être un petit peu plus la folie pour moi et j'ai envie de continuer de vous fournir du contenu de qualité et pas juste de vous gaver de contenu en fait, parce que c'est pas intéressant pour personne, ni pour moi ni pour vous. On a fait plein de super épisodes, on a eu plein de discussions, on a rencontré David, Pierrick, Sybille, Marie, on a rencontré combien de personnes? J'en sais rien. Geoffrey, on a rencontré tout plein de copains. Et c'était trop cool. Et on a eu Clément. Et j'espère qu'on va en réentendre plein après les vacances. Et ça va être trop trop bien. Une semaine sur deux dès la rentrée. On va pouvoir aborder plein d'autres sujets. On va pouvoir peut-être même... Bref, j'ai plein d'autres projets qui sont en train de se préparer. J'ai plein de nouvelles histoires, des nouveaux concepts de podcast, des nouveaux épisodes un peu spéciaux hors série qui vont être trop bien. Qui sait, j'ai peut-être même un livre qui est en train de s'écrire. J'ai plein de nouvelles interviews. J'ai des gens, mais je vous dis les gars, des gens mais juste trop bien avec qui j'ai pu parler. Et on va faire des purs épisodes, mais trop bien. On va pouvoir parler de santé mentale, on va pouvoir parler d'identité, on va pouvoir parler de plein de trucs. Et ça va être trop bien. Et je suis sûr qu'on va tous apprendre des choses sur nous-mêmes, sur les autres. Et on va tous s'ouvrir l'esprit. Et je suis super impatient de vous montrer ça et de laisser la place à l'amour. Et de pas laisser la place à la haine et l'ignorance. Voilà. Je vais me taire, on va écouter un putain d'épisode, mais trop bien, avec Sybille et Marie, où on va parler, en fait, j'ai posé une question, vous allez voir, j'ai posé une question, et en fait, j'ai eu tellement plus que ce que je voulais. Donc voilà, et j'espère que ça va vous enrichir autant que ça m'a enrichi. Je vous aime, profitez bien de cet épisode. À tout à l'heure, bisous. On est de retour pour une dernière petite partie de notre discussion, tous les trois avec Marie et Sybille. Donc il y a une question que je me pose depuis quelque temps, je vais l'introduire. Culturellement, il y a une blague récurrente dans la communauté gay qui associe le féminin à quelque chose de négatif. Il y a un rejet de la féminité et une mise en exergue de l'hypermasculinité. Mais il y a aussi, ça s'accompagne très souvent d'une réaction de dégoût face au vagin qui montre à travers, je pense, un humour très mal dégrossi, une tendance à la misogynie chez les hommes homosexuels. Qu'est-ce que vous en pensez? Toutes les deux. Je crois que Marie, t'as quelque chose à dire là-dessus. Déjà, j'ai une autre idée qui est venue, mais je pense que c'est important de le souligner encore. Désolée, je vais passer pour la grosse relou, mais déjà, vagin, pour moi, c'est vraiment pas le bon terme à utiliser. Pour décrire le sexe féminin, en fait, on parle de vulve, pas de vagin. Le vagin, c'est hyper réducteur, le vagin, c'est juste un trou, quoi, et ça participe aussi à toutes ces histoires de patriarcat. Mais en fait, pour parler du sexe féminin, pour parler de la vulve, ça englobe tout, ça englobe le clito, ça englobe toutes les différentes lèvres. Justement, le terme utilisé en général, c'est vagin. C'est vagin. Donc déjà le terme en lui-même est pas... De toute façon, le terme utilisé dans la société, c'est vagin, donc peut-être un peu moins maintenant, mais voilà. Moi, sur ça, j'ai pas grand-chose à dire. Peut-être un exemple. J'avais un ami qui était... j'ai un ami qui est gay et qui, avant son coming out, avait un gros problème avec les règles. Et dès que, par exemple, nous, on avait nos règles, on pouvait pas en parler devant lui déjà, parce que ça le dégoûtait. Dès qu'il savait qu'on avait nos règles, il voulait pas nous voir. Et c'était très compliqué, hein, parce que, par exemple, je me souviens vraiment, on avait passé une semaine de vacances ensemble. Et j'ai une de mes copines qui avait ses règles à ce moment-là. Et elle avait changé son tampon, voilà, normal, classique. Et il était tombé sur la poubelle, et là il avait fait un malaise, vraiment il était tombé tout blanc, puis on lui dit mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va? Il me dit non mais moi ça je peux pas voir, ça me dégoûte, c'est quelque chose qui me dégoûte. Et il voyait un tampon dans un sac, il se sentait pas bien, il voyait une serviette, il était pas bien. C'était vraiment quelque chose qui était très prenant. Et puis après il a fait son coming out il y a 3 ans, ouais je crois que c'est ça, il y a 3 ans. Et depuis, beaucoup moins de problèmes. Il est toujours pas très à l'aise avec ce sujet, mais beaucoup moins fort qu'avant. Il était méchant quand on avait nos règles. Il nous disait « Ah mais non, mais t'es sale, mais c'est dégoûtant, t'as du sang. » Enfin oui, toi aussi t'as du sang dans ton corps. Toi juste, il coule pas tous les mois, mais enfin, t'en as quoi. Et vraiment, c'est le fait que ça sorte
de l'organe féminin qui vraiment lui posait problème. Et après son coming out, beaucoup moins. Donc je sais pas si c'est cette peur de la féminité, comme tu disais, ou ce rejet de la féminité. Mais pareil, quand il voyait une femme enceinte, ça le dégoûtait. En fait, tout ce qui ramenait au... Je sais pas comment dire... La capacité reproductrice de la femme. Ouais, voilà, c'était ça, vraiment, même limite sexualité de la femme, c'était quelque chose qui le dégoûtait. Vraiment, et par exemple, pareil, on devait porter un soutif même quand on dormait avec lui, parce que ça le stressait de savoir qu'on avait nos seins sous un t-shirt, quoi, alors que en soi... oui, il doit bien s'en douter. Et ça, par exemple, les seins, ça a totalement disparu. Justement, maintenant, il en veut. Il hésite, il met des soutifs. C'est... Comment ça, il en veut ? Il en veut, il voudrait une reconstruction. Voilà. Il y a peut-être quelque chose de plus profond là-dedans. C'est possible. Peut-être qu'il y a aussi une dualité pour lui en termes de genre, une lutte. Et pendant très longtemps, lui, il a refusé son homosexualité. C'était un sujet très très compliqué. Ouais. Et au plus fort de son... Donc c'était très compliqué parce qu'il était... totalement homophobe. Il a fait, pour être franche, il a fait toutes les manifs pour tous. Il était dans le groupuscule, je sais pas si on dit groupuscule, mais le mouvement manif pour tous de Tours. Des gens qui, je pense, d'une manière ou d'une autre, n'écoutent pas ce podcast. Et du coup... Quoique si, en fait. Bonjour, mon ami d'enfance. Et voilà, et du coup, c'était donc au plus fort de son mal-être, parce qu'il se savait homosexuel, il l'acceptait pas du tout. C'était le moment où il y a eu le plus de rejet de la féminité en même temps. Voilà. Je sais pas trop si ça peut correspondre. Si, parce que c'est peut-être une des origines de la misogynie chez les gays, le rejet de soi-même, la difficulté d'arriver à s'accepter soi-même, qui débouche à un rejet de tout ce qui peut être féminin. Parce qu'en fait, ce qui est rejeté, c'est le fait que des hommes puissent toucher ce qu'on appelle la féminité. Il y a un peu de ça. Il y a un gros mouvement chez les gays qui s'appelle Masque for Masque. C'est un mec masculin pour un mec masculin. Jésus de Nazareth un peu quand même. Ouais, clairement. C'est-à-dire que moi, je suis trop folle pour les gays. Ça. Alors que, pardon, excusez-moi, mais croyez-moi au pieu, vous allez vous amuser avec moi, quoi. Et puis c'est comme si la féminité était incompatible avec la virilité ou avec ce qui s'apparente à une forme de virilité. C'est des formes de mal-être qui, poussées à l'extrême, aboutissent à un rejet de tout ce qui ne rentre pas dans les codes classiques de Schwarzenegger. Ou de l'hypermasculinité, le mec avec les gros muscles, la grosse bite, machin. Okay. Alors que, en soi, la masculinité comme la féminité ne passe pas par la taille mannequin, la taille de la bite, ou la forme de la vulve, ou la taille des seins. En fait, je pense qu'on a vraiment des points communs, parce que je pense que nous, au sein des lesbiennes, il y a quand même un rejet des butch, mais tu sais, on en avait déjà parlé, oui. Je pense. T'en avais parlé dans Discutant Féminisme. Ah, peut-être. Et j'avais eu cette réflexion à ce moment-là. Mais oui, je me rappelle, parce qu'en fait, c'est là que tu m'as dit on a des choses en commun, mais je pense qu'en fait, du coup, nous, il y a un rejet de la masculinité, en fait, de ce qu'on peut appeler ça comme ça, chez les femmes, quoi. Donc c'est marrant, parce que du coup, il y a... Ouais, c'est drôle. Mais t'avais dit quelque chose dans cet épisode qui, moi, m'a vraiment marqué, et depuis, je rêve de le dire, et j'attendais d'enregistrer avec toi pour le dire. Tu avais dit que les butch étaient les meilleurs d'entre vous, et je pense que les folles sont les meilleurs d'entre nous. Bah oui, parce que c'est les plus subversifs, en fait. Voilà, parce que c'est les plus rock'n'roll, parce que c'est ceux qu'on attend le moins. Alors, je parle pas des personnes qui jouent un rôle, je parle des personnes qui sont honnêtement eux-mêmes et qui se fichent de correspondre à une masculinité ou une féminité socialement conditionnée. C'est les plus courageux en fait, parce que dans les faits, c'est ceux qui prennent le plus de risques en fait dans la société, si on réfléchit. Parce qu'ils correspondent le moins aux normes en fait. Mais du coup, en fait, je pense, vous comme nous, vous la féminité, nous la masculinité, on a peur de tomber dans le cliché. Parce qu'on nous a toujours appris à pas tomber dans le cliché. Alors que le cliché... ça peut être marrant. Je joue beaucoup avec les clichés pour rassurer les personnes en face de moi. J'en ai parlé dans un épisode précédent, mais pas mal de gens au boulot, quand ils apprennent que je suis gay, sont extrêmement mal à l'aise avec moi. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, pas de rejet, mais un mouvement où on va moins me parler, on va moins me confier des choses à faire, parce qu'ils ont peur. Ils se disent « Ah, mais attends, mais il est gay, mais pourtant il parle bien aux filles. » De naturel, je suis un peu un flirt. Enfin, je flirte un peu facilement, et du coup, les gens ont peur de ça. Et je joue plus sur le stéréotype parce que ça va rassurer la personne. Est-ce que c'est bien ou pas ? Je sais pas, mais... Mais du coup, je me demande si c'est de la misogynie, en fait. Pour moi, c'est de l'homophobie intégrée, plus. Est-ce qu'il y aurait pas des points communs entre la misogynie et l'homophobie intégrée ?
Est-ce que l'homophobie intégrée serait pas une forme de misogynie ? Je sais pas, parce que quand nous on rejette l'aspect trop masculin d'une lesbienne, on va pas dire que c'est... Il n'y a même pas de mots. Tu vois. Est-ce que finalement ce serait pas toute une histoire de rejet parce qu'on essaie forcément de se mettre dans une boîte d'un monde avec deux genres, voilà. Alors que finalement c'est ça que j'allais te dire, il faut okay. déconstruire les genres. Alors qu'il y a juste une différence la seule différence entre toi et moi, c'est que t'as une vulve et j'ai un pénis. Exactement. Après, il y a quelques petits détails biologiques, mais dans le reste... non, mais dans notre identité en tant que personne, je pense pas que tu te définisses uniquement par ta vulve. Non. De même que je me définis pas pour mon pénis, même s'il est énorme. Mais... ouais. Il y a peut-être quelque chose là-dessus. Bah écoute, ouais, je sais pas. C'est intéressant. Après, j'avais pas... quand t'as parlé de cette question-là, j'avais pas du tout envisagé la chose de cette façon. J'avais pas compris que t'allais parler de ça, en fait. Après, j'ai suivi la conversation là où elle nous emmenait. Oui, non mais moi j'avais envisagé ça sur... Mais je pense que c'est un peu le fait d'être lesbienne qui me fait directement penser à ça, mais parce que nous, il y a clairement un ras-le-bol aussi des hommes homosexuels qui cumulent les privilèges d'hommes, donc les salaires d'hommes. Oui. Quelque part, dans les hautes sphères de la société, ça commence à prendre un peu de place, etc. Là où les lesbiennes sont encore tellement invisibles et leur sexualité n'existe encore tellement pas, et dans les faits, j'ai l'impression que les homosexuels ont un peu le monopole de l'attention. De l'attention et puis le monopole de la souffrance, quoi. C'est-à-dire que notre parole à nous, elle est pas légitime souvent, je trouve. Oui. Voilà, c'était un peu un coup de gueule, je suis en colère, enfin. non mais en soi, je suis complètement d'accord. C'est, dans la communauté LGBT, le seul truc qui est vraiment fait pour les lesbiennes, c'est de les mettre en premier dans le terme LGBT. C'est tout. Il y a la voix des femmes lesbiennes passe encore vachement inaperçue, je trouve. Et c'est un truc, moi, qui alimente un petit peu la question que je me posais par rapport à la misogynie et les gays. Que très clairement, aujourd'hui, dans le devant des revendications LGBT, c'est les gays qu'on entend tout le temps. On dit la gay pride, tu vois. Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qui était déjà alors que hyper c'est la marche présent. des fiertés avec les femmes trans, cisgenres, les hommes trans, les hommes cisgenres. Mais en fait, c'était un truc qui était déjà hyper présent au moment de mai 68, puis après avec le MLF et tout, parce qu'il y avait quand même vachement... Enfin, les hommes homosexuels ont joué quand même vachement un rôle au niveau du MLF à un moment donné, mais en fait au sein du MLF il y a un groupe qui a été créé pour les personnes homosexuelles, mais qui est en fait créé par des gouines en fait, mais qui en fait a été récupéré par des hommes, qui a créé le phare, et ensuite elles ont été exclues du truc. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc, j'ai l'impression, dans la lutte des hommes homosexuels qui... De rejet des femmes lesbiennes. Ouais, mais pas forcément de rejet, mais en tout cas c'est occulté. Oui. Parce que je pense... Enfin... Mais d'ailleurs, tu vois, ma mère, pour le coup, qui approche les 60 ans, on va dire, elle a un super pote PD, quoi, elle l'adore, machin. Et puis un jour, je lui parle de Pierrick, donc ton copain Gaspard, et puis elle me dit « Ah bon, mais t'as des potes gays ?» Mais moi, mon pote, il m'a toujours dit que les homos et les lesbiennes, vous, ils s'entendaient pas, tu vois. Je dis « Mais n'importe quoi, tu vois, parce que dans les faits, on a des choses en commun, quand même. » Tu vois, il y a un truc un peu bizarre, je trouve, il y a un peu un mythe... Non mais le fait est qu'il y a le mythe très clairement de la haine entre les gays et les lesbiennes. La première personne à qui j'ai parlé de mon homosexualité, c'était une femme lesbienne. Et une cousine. Et elle a fait ce qu'elle a pu, hein. Elle a un peu discuté avec moi et tout, et elle m'avait parlé un peu du fait que c'était pas comparable nos vies en tant qu'homme gay et en tant que femme lesbienne. Et sur le coup, je me suis dit, ah bon, bah ok, bon, en même temps, c'est vrai, c'est normal, femme, homme, on n'a pas forcément le même combat. Et maintenant que du coup, j'ai pris un peu de maturité depuis, parce que c'était il y a. Putain, c'était peut-être il y a 8 ans, ça craint. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, ça cache quelque chose de presque une forme de lutte interne qui est complètement conne, quoi. Oui. Je sais pas. Ouais. Après, on pourrait partir ensuite sur aussi les luttes pour accepter les personnes non cisgenres. Là-dedans, parce qu'on voyait l'autre jour quand on était en bagnole un truc de collage féministe Lyon. Avec ça, c'est une des phrases que j'aime le plus que j'ai vu de ce conte, c'est sister, pas sisterf, c'est sisterf, C-I-S-T-E-R-F, genre c'est toutes des sœurs et pas juste le territoire des femmes cisgenres. Et je trouvais que ça pointait du doigt aussi une lutte interne, mais aussi quelque chose que moi, en tant que personne externe à la lutte féministe, dans le sens où je suis
je me définis pas comme féministe. T'as le droit au pire, hein, mais... Non mais je serais pas d'accord, non mais le fait, je comprends vraiment mieux l'importance du terme allié. Je vois vraiment mieux le rôle du terme allié, c'est vrai qu'il correspond beaucoup mieux. Mais d'ailleurs, tu voulais des références, et en fait, désolée, je te coupe, mais je viens d'y penser. Moi, j'ai écouté un podcast de Kif Taras, donc c'est des féministes racisées qui parlent de ça. Et en fait, elles ont fait une vidéo sur comment être une bonne alliée. Et en fait, là, pour le coup, c'est comment être une bonne alliée blanche, hein, donc voilà. Mais en fait, dans la vidéo, il suffit de changer les termes blanc par homme, et en fait, ça marche, quoi. Donc... Enfin, je te conseille et je vous conseille vivement d'aller écouter ça parce que... C'est Kif Taras. Kif Taras, et c'est comment être une bonne alliée. Okay. Donc, du coup, c'est sur les rapports entre femmes racisées et femmes blanches, mais ça marche aussi entre femmes et hommes, je pense. Après, je pense qu'il y a aussi pas mal de femmes blanches qui nous écoutent. Bonjour Jenna, bonjour Emma. Enfin, c'est les deux premières à qui je pense, évidemment. Marie, sinon Marie aussi. Peut-être blipper le nom de famille. Mais oui, non. Oupsie, il y a Marie aussi. Oui. Mais oui, non, c'est sûr. Est-ce que tu as peut-être des références aussi, toi, à conseiller quelque chose qui te vient en tête? Moi, il y a moi je suis pas mal Insta aussi, et il y a Marion Seclin sur Instagram, et elle, par exemple, elle a posté beaucoup de photos nues ou dénudées, et énormément ont été censurées parce qu'on voyait les tétons. Et du coup, là, il y a eu toute une polémique. Enfin, en tout cas, elle a réagi très violemment au fait que les hommes pouvaient se montrer torse nu sur Instagram et que ça posait aucun problème. Et que par contre, les femmes, c'était impossible. Et du coup, elle a essayé de faire craquer l'algorithme de Insta en posant, genre, je crois que c'était 15 photos par jour. Ou c'était 15 photos, enfin la même photo, en espérant que ça ressorte. Et il y en a quelques-unes qui sont passées, mais très peu. Et je trouve que Marion Seclin, c'est assez Elle fait des podcasts aussi. Elle avait conseillé justement... Tout le monde fait des podcasts. Oui, c'est vrai. Mais elle avait commenté... elle a partagé celui que tu viens de citer, que j'ai pas encore écouté moi. Mais pareil, je la trouve très inspirante. Pareil, au niveau de la pilosité, le fait que les femmes ne pouvaient ne pas s'épiler, et aussi pouvaient ne pas s'épiler que certaines zones. Enfin que... C'était les femmes en fait qui choisissaient, du fait que si elles ont envie de ne pas s'épiler les jambes mais les aisselles, elles pouvaient. Ou alors qu'elles voulaient pas s'épiler, enfin elles s'épilaient pas le pubis mais elles s'épilaient les jambes, elles pouvaient. Et ça, j'ai trouvé ça ultra inspirant dans le mode de t'es pas forcé de faire tout jusqu'au bout, et juste c'est comme toi tu le sens. Donc t'es pas forcé d'être comme le mannequin ou comme l'actrice porno. Voilà, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pareil, elle avait reçu des commentaires ultra négatifs de femmes, ça m'avait beaucoup marqué, ou des femmes qui disaient ça se voit qu'elle, elle s'épile pas, en gros, elle ne s'épile pas partout, comment dire. Par exemple, elle a des poils sur les jambes, mais elle en a pas sous les aisselles. Un exemple, okay. Voilà. Et il y avait un commentaire d'une femme qui disait, mais en fait, elle mène pas son combat jusqu'au bout, elle a juste envie de montrer, de faire comme tout le monde, comme les Instagirls en ce moment, qui sont un peu plus dans le délire féministe, mais elle l'est absolument pas. Et elle avait réagi avec entrain, et j'avais beaucoup aimé, en disant non, mais au final nous on fait ce qu'on veut, si on veut pas aller au bout on va pas au bout, il n'y a même pas de bout oui, il n'y a pas de bout à atteindre, tu fais ce que tu veux avec ton corps, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, et voilà, et ça s'arrête là. Et je la trouve assez inspirante. Voilà. J'en profite pour faire un petit coup de gueule pour tous les hommes masculins qui se promènent torse-poil sur les quais. Vraiment arrêtez, j'en peux plus, vraiment, soit rhabillez-vous, soit acceptez le fait que nous aussi on puisse se mettre torse-poil. Voilà, merci, bisous. Clairement. Donc, du coup, l'Instagram c'était Marion Seclin. Marion Seclin, Kif Taras. Marion Seclin, Kif Taras, comment être une bonne alliée. Et je conseille, mais comme tout le temps, parce que c'est une de mes motivations pour le podcast, le compte Instagram de Collage Féministe là. Voilà, que je rêve d'un jour d'avoir dans le podcast si jamais tu écoutes. J'en connais. Bon, merci beaucoup en tout cas, merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir, et j'espère qu'on vous a donné plein de grains à moudre à la maison. Moi je sais que ça m'a fait pas mal réfléchir la discussion, et voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup Marie, Sylvie. De rien. Merci à toi. Coucou, vous êtes de retour avec Gaspard. Je vous ai pas menti, hein, c'était un bon épisode.
Le gars qui se la joue tellement, j'en peux plus de moi. Bref, on a tous besoin de vacances, moi le premier. J'espère que vous avez apprécié cette discussion avec Sybille et Marie. Vraiment, encore une fois, ces deux nanas super. Elles nous ont donné plein de références qui sont vraiment importantes. J'aimerais donner encore 2 petites secondes vraiment d'attention au compte Instagram Collage Féministe Lyon, parce que ce compte m'a donné tellement d'inspiration pour le podcast. Enfin, c'est une folie, ces nanas-là, mais si jamais je pouvais en avoir une sur le podcast, mais je serais tellement fier parce que enfin, c'est trop bien ce qu'elles font. Je trouve ça vraiment super. Voilà, merci à tous de votre écoute, je vous souhaite des super vacances, on se retrouve en septembre, reposez-vous bien, on se retrouve sur les réseaux sociaux un petit peu, enfin pas trop parce que je vais aussi prendre des vacances des réseaux sociaux, mais laissez des messages, je réponds toujours, et je vous aime, et à très bientôt, gros bisous, partagez le podcast s'il vous a plu, bisous bisous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode.